Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Les nations bougent, le monde chamboule et des dominations tombent dans le lieu céleste. Le jeûne nous a été ordonné de jeûner pendant les 7 premiers jours de ce 7e mois, ainsi que les 7 derniers jours, pour prier pour nos différents pays et différents sujets, en demandant des révélations au Seigneur. Y a-t-il des révélations? Y a-t-il des songes? Je suis à votre service. Bonsoir. La sœur Annabelle, je voulais partager juste le songe que j'ai eu, je vais dire le 2e jour de jeûne. Oui. Je vais dire le premier. Oui. Parce que lundi, dans toute la semaine de jeûne, dans la nuit, je n'ai pas réussi à dormir. Donc, ce qui fait que, peut-être à cause de la chaleur, je ne sais pas. Donc, je trouvais le sommeil à partir de 6 heures. Oui. Et c'est là que tous les songes me venaient en fait dans la semaine. À partir de 6 heures jusqu'à ce que je me réveille. C'est toi qui avais dit que Paul Biya, Ali Bongo et autres vont mourir, c'est ça, non? C'est vraiment le trouver, au frère. Je n'ai pas demandé. Donc, la responsabilité, qui est responsable? Donc, tu veux dire que c'est... C'était lundi soir. C'est pas moi qui ai choisi, c'est venu comme ça. Tu es rentré, c'est venu te trouver quoi? Voilà. Donc, lundi soir, au petit matin, on va dire au petit matin de mardi, j'ai fait 3 songes, avec des transitions plutôt assez fluides. Le premier, ça me concernait, j'étais au milieu de ma famille. Ensuite, dans ce songe-là, il se trouve que on s'est déplacé, donc mon père m'emmenait quelque part avec mes sœurs, et là, ma petite sœur et une de mes cousines qui a grandi avec moi, on est rentré dans une salle. Là, je rentre directement dans le 3e songe, que les autres, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Et là, on est rentré dans une salle. Et on rentre dans une salle, c'était en fait, il y avait des réjouissances. Donc, il y avait des réjouissances. Tout le monde célébrait en fait une victoire. Donc, tout le monde trinquait. Et dedans, il y avait une jeune femme. Elle avait entre 30 et 40 ans. En tout cas, et c'était comme une sorte de nouvelle figure emblématique, quelque chose comme ça. Et tout le monde la félicitait. En me réveillant, j'ai voulu noter son prénom, mais j'ai oublié. Je me suis embrouillée, j'ai pas pu. Et du coup, tout le monde la félicitait. Et dedans, il y avait donc ma petite sœur et ma cousine là. Et on trinquait. Je me souviens, j'ai même trinqué avec elle. Alors, félicitations, elle était vraiment contente. Et tout d'un coup, on voit que à la porte arrière, il y avait des escaliers. Et donc, on était donc dans une salle assez élevée. Et là, on voit des gendarmes qui rentrent. Ils ont bousculé la porte, ils sont entrés. Tout le monde a commencé à paniquer dans la petite pièce où on était. Et on voit donc des militaires armés qui rentrent. Ils venaient pour chercher cette femme-là. Et juste derrière les militaires, on voit entrer le président de la Côte d'Ivoire, donc Alassane Ouattara. Il rentre. Et c'est comme ça qu'il dit à ces gars, c'est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous réjouissez pourquoi? Vous pensez que vraiment que vous avez de quoi vous réjouir? Ça ne va pas durer longtemps. Et c'est comme ça qu'on s'est emparé de cette jeune femme-là. Mais elle, ce qui m'a impressionnée, elle n'avait pas sa langue dans la poche. Elle prônait les valeurs de l'opposition, mais avec fierté. Elle disait, et elle a dit une phrase à Alassane Ouattara, elle lui a dit, tu te souviens de la chanson de ce jeu que les enfants jouaient en Afrique, n'est-ce pas? Elle a dit Tché Koulé. Je ne sais pas si chez vous on chante ça comme ça, où on est en cercle et puis on tourne autour de ceux qui forment le cercle avec un ballon. On pose le ballon et il faut deviner que le ballon est derrière soi pour poursuivre la personne qui a posé le ballon. Et bon, en Afrique, on dit Tché Koulé, mais en fait, la véritable parole, c'est toucher, couler. Donc, comme un bateau. Et là, elle lui a dit, tu te souviens de ce jeu-là chez les enfants, Tché Koulé. Donc toucher, couler, et puis elle a dit, le jour où tu vas couler, je chanterai cette chanson-là sur ta tombe. C'est comme ça qu'il s'est énervé. Il a voulu la gifler. Il a dit, allez, emmenez-la, sortez-la d'ici,
vous l'emportez. Donc, tout le monde a commencé à paniquer dans la salle. Les personnes armées l'ont prise, donc on l'a emmenée de force. Mais elle n'arrêtait pas de parler. Elle hurlait sur lui, elle n'avait peur de rien. Elle insultait, elle disait que lui, ta chute est proche et tout ça. Et elle hurlait sur lui. Donc, ils ont dévalé les escaliers et il y avait tous ceux qui faisaient qui étaient dans la salle. Quelques militaires sont restés. Et c'est comme ça qu'il s'est mis dans une colère folle. Colère folle, il a craché. Qui s'est mis dans une colère folle? Qui? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il s'est mis dans une colère folle. Et c'est comme ça que quand les militaires sont descendus, ils ont dévalé les escaliers avec elle. Il y avait une cour, et puis il y avait d'autres bâtiments inachevés, mais en blanc. Il y avait d'autres, il y avait encore de la foule là en bas. Donc il y avait des ennemis là en bas. Et c'est comme ça que quand il dévale les escaliers, il se met dans une colère, une rage folle, il arrache un fusil à un des deux, trois gardes qui sont restés dans la salle avec nous. Et là, il a pointé à l'extérieur, donc sur ceux qui emmenaient, sur la petite foule qui traînait cette jeune femme-là, qui continuait à vociférer. Il s'est mis à tirer. Il voulait la tuer, en fait, l'éliminer parce qu'il était vraiment en colère. Et quand il tirait, en fait, chose faisant, il n'a pas atteint, mais il tuait des gens qui étaient là, de la population, qui tuaient des innocents. Moi, j'étais à la fenêtre, je voyais ça, on a commencé à être choqués, on a commencé à paniquer dans la salle, on a dit, oh mon Dieu. Et tout le monde s'est mis à hurler, mais qu'il arrête, et il tirait. Il tirait comme ça jusqu'à ce qu'elle disparaisse, en fait, de la vue. Donc, à vue d'eux, il y avait les gardes, même un garde dans le lot qui est tombé. Il tirait juste comme ça pour l'atteindre. Et après, il s'est retourné et il nous a regardé. Vu que nous, on avait suivi toute la scène, il n'a dit pas de témoin, donc il s'est mis à tirer sur tout le monde dans la pièce. Il a dit aux gardes d'en faire autant. Et dedans, il y a, je crois que c'est ma petite soeur qui avait été donc aussi abattue. Et je crois ma grande cousine, quand on a tiré la femme, il y avait, parce qu'il y avait des gens qui luttaient avec les gardes. Les gardes la tiraient, d'autres la tiraient dans l'autre sens. Ce qui veut dire que le groupe est parti. Et donc, ma grande cousine, elle est partie avec le groupe qui luttait pour l'enlever des bras des militaires. Et c'est comme ça que moi, j'étais donc cachée sous un meuble, sur des canapés, avec des longs pieds, c'est-à-dire avec de l'espace en dessous, une sorte de lit, canapé-lit. Et j'étais allongée dessous et j'ai tourné ma tête, j'ai vu ma petite soeur avec tout le monde était par terre, pas de survivants. Après, il est venu, il a soulevé le canapé, il a dit, mais il en reste une ici, tu es là. C'est pour ça que je lui ai dit que non, pourquoi vous voulez me tuer, tout ça. Après, il s'est mis à dire, de toute façon, je sais ce que vous voulez que je perde tout. Vous voulez trouver tout ce que j'ai épargné durant tout ce temps-là. Mais 250 millions, c'était 250 millions de dollars. Donc, après, il a donné la conversion en francs CFA. Il a dit, c'est ce que vous vouliez prendre, c'est pour ça que vous êtes ici. C'est comme ça que je lui disais, non, nous, on n'est pas intéressé par l'argent, c'est pas l'argent qu'on veut. Et là, dans le son, j'étais censée lui faire passer un message. Il ne voulait pas m'écouter. Moi-même, je ne sais même pas quel message je lui disais, non, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Il disait, non, c'est l'argent là que vous êtes venu chercher. Et il a poussé un meuble, une sorte de faux meuble, ça s'est ouvert, et il y avait tout l'argent qui était caché là, dans le mur. Et c'est comme ça que il disait, mais 250 millions de dollars, personne ne va toucher ça, je pars avec et tout ça. Et j'ai même touché et tout. Il m'a regardé, pourquoi, c'est ça que vous voulez, c'est ça, vous voulez juste me ruiner, me détruire, que je parte sans rien. Que je lui disais, non, il faut écouter-moi, ce n'est pas l'argent, pour l'argent qu'on est là, écoutez-moi. Il ne voulait pas m'écouter, il avait toujours l'arme en main. Il est sorti, j'essayais de le convaincre que je n'étais pas là pour l'argent. Je l'ai suivi. Donc, quand il sort pas par la descente où on a emmené la fille, mais plutôt par là où j'étais entrée avec mes soeurs, donc de l'autre côté, il sort par là, on descend, le décor avait changé. Moi, je le suivais toujours, j'essayais de le convaincre. Je dois vous dire quelque chose, Il ne m'écoutait pas. Et il continue à dire, c'est faux, vous êtes tous les mêmes, vous voulez juste me priver de ceci, de cela. Et là, je le suis, et avec comme des grandes arches, l'architecture, comment on appelle ça, hispanique. Et je le suis, on était tout juste devant, il y avait des voitures et des gardes armés. C'était des Mexicains. Donc, on se trouvait au Mexique. Et du coup, il a donné l'ordre, il a dit, je les ai regardés, j'ai eu peur, et il leur a dit, tu es là. Et donc, c'est comme ça que j'ai fui, je courais, eux ils tiraient, je courais. Et j'ai réussi à m'accrocher, à grimper quelque part,
et j'ai vu les 2 corps de mes sœurs. Dans le sens, je savais que c'était mes sœurs, mais l'apparence avait changé. C'était comme si c'était d'autres personnes. On tirait leurs cadavres comme ça, mais c'est comme si elle me parlait en télépathie. Elle disait, nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas morts. C'était une mes vraies sœurs, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Elle disait, nous ne sommes pas morts. Prie pour nous. Prie juste pour nous, pour que l'on retrouve donc celle qu'on a emmenée, l'opposante là. Pour qu'on la retrouve et qu'on la ramène. Prie pour nous juste pour qu'on la retrouve et qu'on la ramène. Et donc, c'est comme ça que le songe s'est terminé. Donc finalement, pendant les tirs, là, cette femme qui festoyait initialement avant que les gendarmes ne fassent leur éruption dans cette salle-là n'était pas morte alors? Non, elle n'est pas morte. Parce qu'il a tiré, il essayait de la viser, il tirait partout, ça touchait plutôt la population. Les gens tombaient, les gens mouraient, ça a touché un garde, et ça n'a pas touché elle, et ça n'a pas touché aussi, je crois, ma grande cousine. En fait, il y avait des gens qui luttaient pour la maintenir, mais on a emmené une sorte de petit lot, peut-être 7 personnes. Donc, elle était parmi, et puis ça ne l'a pas touché. Oui. Et du coup, quand on tirait des cadavres, des corps, je voyais depuis la barrière, j'étais cachée, je grimpais. En tournant la tête, je vois comment on traînait leur corps par terre, et j'ai entendu donc de mon cœur, je savais que c'était des représentations de mes 2 sœurs, mais physiquement, ce n'était pas elles. Et là, elle m'a appelé de manière télépathique, qu'elles avaient les yeux ouverts, vraiment des cadavres. Et elle me disait, on n'est pas mort, on n'est pas mort, il suffit juste que tu pries pour nous juste pour que l'on retrouve donc cette femme-là, qu'on la retrouve et qu'on la ramène en vie. Et là, ma soeur, il pose la question, quel était le but? Qu'est-ce que dans ce songe-là, Alassane Ouattara reprochait à cette femme-là? Qu'est-ce que cette femme savait de particulier qu'il fallait l'éliminer? Parce que dans le songe, en fait, elle représentait en tout cas l'opposition. En tout cas, ce que j'ai remarqué, parce que avant qu'on entre dans la salle, elle m'a donné une date approximative, donc c'était en fait dans le futur. Je savais que c'était pas de maintenant. Bon, pas du passé, ni de aujourd'hui, mais c'était à venir. Parce que dedans, elle disait, oui, tu viens de rupture, il vient de France et tout. Et même quand j'ai vu l'apparence d'Alassane Ouattara, j'ai dit, oh, il a maintenant le bon point comme ça. Moi, j'ai le souvenir, dans ma tête, j'ai le souvenir d'Alassane Ouattara qu'il avait été élu, encore mince. Et du coup, hier, j'ai cliqué sur une vidéo YouTube où il parlait du franc CFA et j'ai reconnu, j'ai dit, mais c'était vraiment lui de mensonge avec l'embonpoint des années et tout ça. Et là, quand je regardais donc tout ça, mais dans le songe, elle était de l'opposition. Elle représentait le renouveau ivoirien. Et ça, c'est ça qu'il n'a pas accepté parce qu'il disait, lui, vous voulez juste m'arracher ce que j'ai mis longtemps à acquérir, ça ne va pas être possible. Donc, si cette femme-ci représente l'opposition, un nouveau vent qui va souffler, ça montre que cela, ça présage un conflit entre Alassane Ouattara et cette nouvelle opposition et dont la population va en subir, n'est-ce pas? Oui. Donc, ceci montre clairement qu'il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui. C'est un message prophétique pour la Côte d'Ivoire, la chute d'Alassane Ouattara et la femme. Et tu voulais ces 250 millions de dollars là pour faire quoi, ma soeur? Oui, en fait, je ne sais pas, j'ai juste touché, quand il va me toucher en même temps que lui, bon, il s'est fâché, mais... En fait, ça m'a surpris, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il parle d'argent? Pourquoi est-ce qu'il parle d'argent? Et là, il a ouvert ça, il montrait, c'était de l'argent de la corruption, quelque chose comme ça. Il disait qu'il avait gagné ça à sueur de son front et tout ça. Donc, j'essayais de lui dire que non, j'ai un message à vous faire passer, j'ai un message à vous faire passer. Mais il ne voulait pas écouter. Pour lui, on voulait juste le destituer et lui prendre tout ce qu'il avait. Puisse la population de la Côte d'Ivoire mettre ceci en priant pour que les événements qu'ils ont vécus depuis 2008, 2011 et suivants ne puissent pas arriver. Mais vont-ils alors se plier et se tourner vers le Seigneur? Pour moi, après toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai acquis la conviction que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. On y va. En toutes circonstances, je garde ma sérénité. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Je suis soulagé
parce que vous ne pouvez pas imaginer le poids du fardeau que je ressentais sur mes épaules. Je suis un indépendant. Je ne dirais pas que je suis un insoumis, mais je suis indépendant fondamentalement. Je n'aurais plus à être astreint, n'est-ce pas, au devoir de réserve. Non, maintenant parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. Je ne veux pas, voyez-vous, amener la Côte d'Ivoire dans une situation de crise. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas aller à la radicalisation, comme me l'ont conseillé beaucoup de gens, ni à l'affrontement. Je vais éviter ça. À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Quand certaines personnes vous font confiance pour un jour prétendre diriger le pays, vous ne souhaitez pas le voir détruit. Donc vous vous sacrifiez pour le pays. Ah non, je dirais que ma vie politique ne fait que commencer. C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Et même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde. Parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour. Et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Sur les photos brandies par le procureur de la République, on peut voir des armes présentées comme des saisies effectuées chez des proches de Guillaume Soro. Autant de preuves selon la justice que l'homme projetait une insurrection. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Des accusations qui s'appuient sur un enregistrement diffusé lors de la conférence de presse. On y entend Guillaume Soro s'entretenir avec un groupe. On a l'armée. En fait, il faut minimiser les coûts humains, le sang, tout ça. On va regarder la situation
Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. L'ex-chef de la rébellion contre Laurent Gbagbo aurait dû rentrer lundi à Abidjan, mais son avion a été dérouté pour éviter son arrestation. Depuis un lieu tenu secret, son avocate admet l'authenticité de l'enregistrement vieux de 3 ans, mais dénonce un complot des renseignements ivoiriens. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Elle date de l'année 2017. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. 5 députés proches de Guillaume Soro ont aussi été arrêtés malgré leur immunité, ainsi qu'une dizaine de ses soutiens. 10 ans après la crise qui a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire, cette élection s'annonce sous haute tension. Lundi déjà, des heurts ont opposé des partisans de Guillaume Soro aux forces de l'ordre, près du siège du parti Génération et Peuple Solidaire. Une visite d'amitié, une visite fraternelle, je remercie le président. Mais je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, Edouard Dropsy de RFI, président Ouattara. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à l'affaire qui défraie la chronique cette semaine, à savoir le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, et ensuite des réactions à ceux qui vous disent que vous voulez empêcher un adversaire potentiel pour les présidentielles de 2020? La question que vous m'avez posée, j'aurais pu dire le dossier entre les mains de la justice et ne pas m'appesantir sur cela, mais je peux vous dire que nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, le président de la République, que tous les autres. Nous sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. Et j'ajoute que la Constitution de la Côte d'Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés. Les députés ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, là, ils doivent faire face à la rigueur de la loi. Je termine en disant que la loi sera appliquée, intégralement appliquée à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Manœuvre pour le 3e mandat. Alassane Ouattara annonce sa candidature et libère quelques otages. Ce jeudi 6 août 2020, à l'occasion de son traditionnel discours de l'indépendance, le président Alassane Ouattara devrait annoncer sa décision de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il va ainsi briguer un 3e mandat en violation de la Constitution. En fait, cette décision est prise depuis bien longtemps, que personne ne s'y trompe. C'est Alassane Ouattara lui-même, avec le soutien inébranlable de son frère Téné Birahima Ouattara dit photocopie, qui l'ont décidé formellement. Après le décès brusque d'Amadou Gon Coulibaly, ils ont vu d'un très mauvais œil les basses manœuvres d'Ahmed Bakayoko pour s'emparer de la primature avec en point de mire le fauteuil présidentiel, en espérant de ce fait être le candidat de substitution du RHDP pour cette échéance capitale. Mais les choses n'étaient pas aussi simples. Les rancœurs nées de la forte rivalité entre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko n'avaient pas disparu et avaient laissé des séquelles profondes au niveau de la cohésion au sein du RHDP. Le parti présidentiel était déchiré en 2 blocs antagonistes irréconciliables. Le président Ouattara a dû manœuvrer pour arriver à faire accepter le choix d'Ahmed Bakayoko comme Premier ministre, ministre de la Défense au sein de son parti. Cependant, cette nomination a été douloureusement ressentie par le peuple sénoufo et par la famille du défunt Amadou Gon Coulibaly, qui ne peuvent s'empêcher de penser que le successeur a sa main trempée dans les causes du décès de leur fils et frère. La famille du défunt Premier ministre trouvait indécent qu'Ahmed Bakayoko n'attende même pas les 40 jours rituels de deuil pour commencer à jouer des coudes de manière choquante pour s'asseoir dans le fauteuil. De son côté, Ahmed Bakayoko n'est pas un naïf. Il est pleinement conscient que ce n'est pas de bon cœur que le président de la République l'a nommé à ce poste.
il sait qu'il a dû pratiquement arracher sa nomination. Il observe toutes les initiatives prises par le chef de l'État pour dépouiller sa primature et regarde comment les décrets pris par le président le désossent de sa pleine stature de Premier ministre. Il sait qu'il n'est qu'un Premier ministre rabougri, très loin de l'envergure d'un Amadou Gon Coulibaly. Ainsi, le président Ouattara a instruit les ministres de lui présenter directement tous les dossiers du Conseil des ministres sans passer par le nouveau Premier ministre. Ces dossiers seront traités et appréciés par Patrick Achi avant d'aller sur la table du Conseil des ministres. Ahmed Bakayoko ne sera qu'une sorte de boîte aux lettres qui verra juste passer sur sa table les dossiers déjà validés par le président avant de lui être présentés. Et cela crée de la frustration chez l'actuel dauphin constitutionnel. Mais il ronge son frein en attendant son heure. C'est dans ce contexte de tension-suspicion que la candidature d'Alassane Ouattara, qui est loin de faire l'unanimité au sein des militants du RHDP, a été présentée comme une bouée de sauvetage et imposée à tous. Au cours d'une réunion stratégique avec son cercle de conseillers rapprochés, il a été décidé d'annoncer cette candidature au peuple de Côte d'Ivoire prioritairement, plutôt qu'aux seuls militants du RHDP. Pour mieux faire passer la pilule de sa candidature inconstitutionnelle, le président Alassane Ouattara a décidé de faire libérer tous les hommes de Guillaume Soro qui sont emprisonnés. Ainsi, l'allégresse générale noiera l'amertume de cette décision. C'est donc tout heureux de sa stratégie qu'Alassane Ouattara en a fait l'annonce hier au Conseil des ministres. Mais comme d'habitude, le démon humain a fait son œuvre. Après le Conseil des ministres, le chef de l'État s'est retrouvé en réunion à huis clos avec Ahmed Bakayoko, Fidel Sarasoro, Patrick Achi et son frère Photocopie. Dans ce huis clos, Ahmed Bakayoko a expliqué au président que ce n'était pas une bonne décision de libérer tous les soroïstes emprisonnés. Il lui a proposé de maintenir 4 ou 5 soroïstes en prison en vue de maintenir un moyen de chantage sur Guillaume Soro. Cette proposition a été aussitôt vivement et chaleureusement appuyée par Photocopie. Vu la période de fragilité psychologique dans laquelle il se trouve actuellement, le chef de l'État pourrait être tenté de suivre l'avis d'Ahmed Bakayoko, lui qui pourtant quelques heures plus tôt avait annoncé à ses ministres sa décision de libérer tous les détenus soroïstes. Ahmed Bakayoko venait ainsi de démontrer sa capacité à manœuvrer contre la paix alors qu'il achète des réclames dans les journaux pour se présenter comme le Premier ministre de la Réconciliation et de la Paix. Quel détenu le président Alassane Ouattara va-t-il continuer à garder comme otage? Les frères de Guillaume Soro ou de grosses têtes soroïstes? Chris Yapi n'a pas pu avoir le fin mot de l'histoire. Chris Yapi ne ment pas. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je vais aussi prendre le temps d'achever de préparer la relève. J'entends également renforcer les actions de rassemblement et de réconciliation de tous nos compatriotes. Mes chers compatriotes, des scènes de heurts à Abidjan qui réveillent de mauvais souvenirs en Côte d'Ivoire. 10 ans après la crise post-électorale de 2010, les tensions sont de retour. Les autorités avaient interdit les manifestations. Plusieurs personnes ont été tuées. L'opposition demande à Alassane Ouattara de ne pas se représenter à la présidentielle du mois d'octobre. Nous manifestons pour le départ du président Ouattara. Parce que la Constitution a été violée. Et nous ne voulons pas accepter un troisième mandat. Nous demandons à toute la population ivoirienne de nous joindre pour faire partie Ouattara par tous les moyens pacifiques. La Constitution ivoirienne limite à 2 les mandats présidentiels. Mais le camp Ouattara affirme que comme la Constitution a été changée en 2016, soit 1 an après la réélection de son leader, le compteur des mandats doit être remis à 0. Initialement, Alassane Ouattara, qui a 78 ans, avait déclaré qu'il ne briguerait pas un 3e mandat.
Mais le candidat de son parti, Amadou Gon Coulibaly, est décédé en juillet d'un infarctus. Alors, la semaine dernière, Alassane Ouattara change ses plans. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les violences n'ont pas éclaté uniquement à Abidjan, mais également dans plusieurs autres villes, dont Bonoua, Daoukro et Ferkessédougou. Le Niger. C'est pas cette caillou, ils sont en train de lancer quoi. Bon. C'est gâté. Putain. Attends. Le corps habillé qui réplique. Est-ce que le corps habillé la réplique? Ils vont casser la voiture des gens. Hein. N'importe quoi ce qui se passe. Du coup, il y a ouverture pour rentrer. On les attend. On les attend au portail avant. Ils vont cogner quelqu'un, ils vont cogner quelqu'un, obligé, ils vont cogner quelqu'un. Obligé, ils vont cogner quelqu'un. Merci de vous approcher, s'il vous plaît. Approchez-vous. Du podium.
Dans la cour familiale, on porte le deuil d'Apollinaire, 48 ans et 6 enfants. Il a été tué dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il gardait le village d'Anoumambo, à l'entrée de Daoukro, de peur que de nouvelles maisons soient incendiées. À 2 h du matin, on nous a appelé qu'on a abattu notre cousin. On est parti sur le lieu et puis on a vu victime, notre frère couché. Il a été abattu. On a vu 4 tuiles de cartouches. Mardi 11 août, à Daoukro, la marche pacifique s'est transformée en conflit communautaire. On dénombre 4 morts, plus d'une centaine de blessés, des dizaines d'habitations brûlées. Il ne reste plus rien. Ce n'est que des gravats que nous pouvons voir. Les affrontements ont duré plusieurs jours entre les Baoulés, souvent partisans de l'ancien président Henri Konan Bédié, et les Malinqués, souvent pro-Alassane Ouattara. Nos parents ont vécu en bonne et intelligence avec nos frères Malinqués à Daoukro. Et nous, notre génération, c'est la même chose. Mais on manipule des gens parmi nous. Difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé. Des individus extérieurs sont-ils venus prêter main forte à l'une ou l'autre communauté? Des fausses rumeurs ont aussi été propagées. On va vous dire par exemple, l'autre côté est en train de venir vous attaquer. Et vous également, on vous dit, ils sont en train. Donc vous, de part et d'autre, il y a certains qui attisent le feu. Des médiations ont été menées entre les autorités et la jeunesse afin de ramener le calme. J'ai pris pour que les tensions continuent de baisser jusqu'à un nouvel ordre. Parce que dans l'euphorie, on fait beaucoup de bêtises. Mais la méfiance reste forte à Daoukro et une nouvelle marche est prévue pour demain, alors que les manifestations de rue sont désormais interdites en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Alors, donnez-nous l'identité de ces 4 femmes du mouvement qui ont été arrêtées. D'accord, merci. Alors, avant de parler de leur identité, je pense qu'il est important de situer la communauté nationale et internationale dans le contexte pour lequel ces dames ont été injustement arrêtées. Il faut rappeler que ces membres de la délégation du GPS Côte d'Ivoire prenaient part et répondaient donc favorablement à l'appel lancé par les partis membres de l'opposition, mais aussi l'appel lancé par la société civile pour faire barrage au projet de violation constitutionnelle du président actuel Alassane. Pour parler de ces dames, il faut savoir qu'elles sont effectivement membres de la délégation GPS Côte d'Ivoire. Il s'agit de Mme Anne-Marie Bonifon, de Mme Kassabana Kone, de Mme Henriette Déhi et de Mme Tobi. Je peux vous informer que le même soir, la présidente de la délégation, la responsable de la délégation GPS Côte d'Ivoire, Mme Anne-Marie Bonifon, a été conduite d'urgence dans un centre de santé où jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas d'informations sur son état de santé, là où elle se trouve, rien du tout. Et je vous informe également que ces dames, dès le lendemain, ont comparu devant le tribunal d'Abidjan où elles ont été poursuivies pour des faits de troubles à l'ordre public et jusqu'à ce jour, donc, ont été incarcérées à la Maka. Alors, du côté du GPS, qu'est-ce qui est fait exactement pour libérer ces 4 femmes? Il faut savoir que ces dames ont heureusement pu bénéficier du soutien de nos avocats qui les ont suivis jusqu'à ce jour et qui continuent dans les procédures légales pour que le droit soit dit, qu'elles soient libérées, parce que la Constitution de la République de Côte d'Ivoire le permet et l'autorise. Même si aujourd'hui Alassane Ouattara veut violer la Constitution, il faut quand même, lui, l'opposant qui a été victime de toutes les formes d'injustice, que le droit de manifestation est autorisé par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Et ces dames-là étaient dans leur droit de manifester simplement. Donc, nous allons essayer encore une fois de faire confiance à cette justice ivoirienne, bien qu'elle soit à la solde du pouvoir en place. Mais on va essayer de faire confiance à cette justice-là. Mais pour notre part, nous demandons à nos militants de rester debout et de toujours continuer à faire barrage à ce projet de violation constitutionnelle. Parce que ce sont des actes qui sont de nature à certainement vouloir nous briser le moral de l'opposition. Et je pense que les Ivoiriens aujourd'hui sont debout dans toutes les rues de Côte d'Ivoire pour dire non à ce projet de violation constitutionnelle. Alassane Ouattara, trop c'est trop, il a gouverné ce pays pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu, chers Ivoiriens? C'est qu'il a vous dit, sautez, sautez, sautez. Il a dit qu'on a fait président de la République, ne peut pas être candidat. Nous voulons la candidature du Laurent Gbagbo. Nous voulons la candidature du Laurent Gbagbo. C'est tout ce que nous demandons. Il est Ivoirien.
digne de ce pays.